C'est l'histoire d'une ancienne colonie française. La Côte d'Ivoire est un havre de paix dans une Afrique de l'Ouest secouée par des guerres civiles et des coups d'État qui n'épargnent pratiquement aucune nation de cette région de l'Afrique. Au Nigeria et au Bénin, on enregistre pratiquement un coup d'État par an. C'est cet homme, Félix Houphouët-Boigny, qui a négocié et obtenu l'indépendance de son pays et devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Malgré l'indépendance, la France a un quasi-monopole sur les ressources de sa très riche ancienne colonie. Mais à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, une lutte de succession au sein de son parti oppose le sudiste Henri Konan Bédié au nordiste Alassane Ouattara. Dans le but de disqualifier son adversaire et ses sympathisants, M. Bédié crée le terme « ivoirité », qui distinguerait les Ivoiriens de pur sang, forcément du Sud comme lui, et ceux du Nord, comme son adversaire Ouattara, qui seraient des Ivoiriens aux origines douteuses, des citoyens de seconde zone ne pouvant donc prétendre à certaines fonctions, comme celle de président de la République. Après une période de graves troubles politiques et l'intermède d'un coup d'État, c'est finalement Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. L'événement est perçu comme une lueur d'espoir. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, enfin ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Les Français nous ont aidés. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, en 3 ans et demi, que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement. Malgré les conditions quelque peu calamiteuses des élections au cours desquelles c'est lui-même qui s'autoproclame nouveau président élu, c'est dans une certaine unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible, et l'ambassadeur de France est le premier diplomate reçu par Laurent Gbagbo, à la demande du chef de l'État ivoirien lui-même. Pendant les jours qui ont précédé et qui ont suivi la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, le Parti socialiste français est très présent à ses côtés. Guy Laberty, responsable de l'Afrique au Parti socialiste français, s'improvise conseiller en communication de Laurent Gbagbo. Et c'est souvent lui qui appelle les journalistes de la presse internationale sur place, en Côte d'Ivoire, pour proposer des interviews avec le nouveau président ivoirien. L'activisme du représentant du Parti socialiste français n'est pas totalement désintéressé. Au nom de la France-Afrique, terme qui désigne les relations mafieuses et ambiguës qui lient la France à ses anciennes colonies, les chefs d'États africains financent souvent, par le biais de rétrocommissions et autres formes de financements occultes, les campagnes électorales en France. L'arrivée au pouvoir d'un parti ami, qui plus est membre de l'Internationale socialiste dans ce qui est l'une des plus riches des anciennes colonies françaises, est perçue comme un véritable jackpot pour certains dirigeants du Parti socialiste français. Laurent Gbagbo est donc l'objet de toutes les attentions, au 10 rue de Solferino,
siège du Parti socialiste à Paris. À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. Laurent Gbagbo savait qu'il n'avait pas nécessairement le soutien de la majorité de l'électorat ivoirien. Il n'y avait pas eu une participation importante aux élections, précisément parce que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient été exclus de la compétition. Donc lorsque vous arrivez au pouvoir dans de telles conditions, vous vous sentez finalement fragile. Et il y a eu du côté du pouvoir de Laurent Gbagbo une volonté finalement de s'imposer en utilisant la force très rapidement et évidemment à un moment donné c'est devenu, disons, une sorte de mode de survie de ce régime-là. Très rapidement après l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, violation massive des droits de l'homme, xénophobie, arrogance des principaux responsables du régime vont rapidement ruiner le capital de sympathie dont jouissait ce leader de gauche, qui semblait bien parti pour incarner une nouvelle génération de dirigeants africains. Démocrate, patriote, intègre et décomplexé face à l'Occident. En tout cas, quelques semaines à peine après sa prise de pouvoir, c'est plutôt en effet par une certaine brutalité dans le verbe, mais également dans les actes, que Laurent Gbagbo se signale. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait, inventant le fameux article 225, le prix du litre de pétrole, qui permet d'incendier ceux qui pensent différemment, terrorisant dans les cités universitaires, traquant les opposants au Front populaire ivoirien, y compris avec des armes blanches et des armes à feu. Tout le monde connaît l'épisode dit des escadrons de la mort. La semaine même de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, un charnier est découvert à Yopougon, dans la plus grande ville du pays. Toutes les victimes sont militants de l'opposition et originaires du Nord. Nous avons fait de l'alerte précoce. Nous avions déjà dit qu'un pays a besoin de justice. Et quand il y a des crimes qui sont commis, même si les acteurs sont proches du pouvoir, et il se trouve que c'était la gendarmerie nationale qui était impliquée, mais qui, à l'époque de l'accession de Laurent Gbagbo, avait soutenu ce dernier. Et il était difficile qu'il se retournât contre la gendarmerie. Avec la pression populaire et la pression internationale, et celle de nos organisations, un procès a été organisé, mais dans l'enceinte même de la gendarmerie. Et les témoins avaient peur de s'y présenter, et les gendarmes ont été relaxés. Je pense que ça a été le ferment d'une grave frustration qui va alimenter l'exigence de justice de certaines personnes du Nord. Escadron de la mort, charnier, fosse commune, exécution sommaire. Le vocabulaire du microcosme politique ivoirien vient de s'enrichir de nouveaux mots avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le massacre de Yopougon est généralement considéré comme l'acte fondateur du régime de barbarie et de terreur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Des formations politiques de la gauche française, pourtant en alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, et qui avaient salué son élection à la présidence de la République, s'inquiètent et donnent l'alerte. Mais c'est avec arrogance et condescendance que répond souvent le nouveau pouvoir ivoirien. Alors, Noël Mamère est un député qui appartient à un parti minoritaire en France, lequel parti n'a aucun expert dans les questions africaines, encore moins dans les questions ivoiriennes. Il profère des accusations graves contre le régime sans aucune preuve, sans un début de preuve. Oui, nous sommes les combattants de la dignité. L'Afrique veut le respect. Mais quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. S'il y a une image de lui que Laurent Gbagbo a bien cultivée et qu'il aimerait tant préserver,
C'est bien celle de chantre de l'anti-néocolonialisme qu'il a réussi à se forger durant ses années de règne. Je ne suis pas là pour laisser les Ivoiriens se laisser maltraiter par n'importe qui. Jamais. Jamais. L'ancien président ivoirien et ses partisans continuent de soutenir la thèse selon laquelle toutes les difficultés rencontrées par Laurent Gbagbo dans l'exercice du pouvoir proviennent de son opposition supposée à la volonté de l'ancienne puissance coloniale française de garder le monopole sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne serait donc que la victime de la France, qui l'a puni pour son indocilité et son insoumission. Le président Gbagbo, dès son accession au pouvoir en octobre 2000, a mis en œuvre une politique d'ouverture sur le plan international. La collaboration ou le partenariat avec des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Et cette ouverture du président Gbagbo vers des pays aussi importants, dont 2 sont membres du Conseil de sécurité, a beaucoup gêné. Et il était donc l'homme à abattre. Et la France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo soit éjecté du pouvoir. Contrairement à certaines affirmations, quand Laurent Gbagbo prenait fonction dans le quartier huppé d'Abidjan, la capitale administrative, l'ancienne puissance coloniale ne semblait pas voir d'un mauvais œil l'avènement au pouvoir de l'opposant historique. C'est même plutôt avec un certain enthousiasme que Paris, souvent accusé de pactiser avec des dictateurs de ses anciennes possessions coloniales, a vu l'arrivée aux affaires du nouveau président ivoirien. Le personnage qui arrive au pouvoir en ce début de XXIe siècle est auréolé d'une certaine légitimité de démocrate. 2 ans après son accession au pouvoir, et alors qu'une rébellion occupe la moitié nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo confessait d'ailleurs à l'époque de l'excellence de ses relations avec Paris. L'ancien colonisateur, reconnaissait Laurent Gbagbo, lui a apporté une assistance multiforme et même toute l'aide militaire sollicitée. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Laurent Gbagbo veut amener les autorités françaises à passer un deal avec lui. Dans le fond, nous maintenons les choses en l'état. Je ne mets pas en cause le franc CFA. C'est toujours une monnaie contrôlée, évidemment, à partir de l'économie française. Je ne mets pas en cause vos préférences pour nos matières premières. Je ne mets pas en cause les parts de marché qui vous sont accordées. Mais vous me laissez vous infliger des blessures symboliques qui vont me permettre en retour de me légitimer. Je rappelle que M. Laurent Gbagbo souffre depuis 2000, à son accès au pouvoir en octobre 2000, d'un déficit de légitimité. Il va donc tenter d'imposer à la France de lui accorder d'être l'anti-français d'apparence, l'anti-français d'affiche, pour pouvoir compenser ainsi auprès du peuple de Côte d'Ivoire, des peuples africains, son déficit de légitimité démocratique. C'est cela qui lui est refusé par la France. Tout en maintenant d'excellentes relations avec les milieux d'affaires français, contrairement au discours d'indépendance prôné vis-à-vis de l'ancienne métropole qu'il aimait tenir à ses partisans, Laurent Gbagbo ne s'est en réalité transformé en vrai faux anti-néocolonialiste, du moins de surface et au discours dichotomique, qu'à partir du moment où la France, estimant que la rébellion dans son pays était un conflit ivoiro-ivoirien, a refusé de lui apporter plus d'aide militaire. Notamment, en effet, quand évoquant les accords militaires qui lient les 2 pays, Laurent Gbagbo sollicite de Paris d'engager les troupes françaises pour l'aider à écraser une tentative de putsch qui s'était muée en rébellion armée au nord de la Côte d'Ivoire. Et encore,
Pendant que le président ivoirien et ses principaux lieutenants haranguaient les foules et mobilisaient une jeunesse caporalisée et totalement fanatisée à l'excès, avec des diatribes aux accents nationalistes et anticolonialistes, le régime était en réalité plus dans une certaine continuité avec l'ancienne puissance coloniale que dans la rupture. Contrairement à finalement un certain nombre de ses partisans, de ses très très proches comme Safan Simone Gbagbo et puis le président de l'Assemblée nationale Mamadou Coulibaly, qui eux lui disaient qu'il fallait fermer la base française avec la force Licorne et puis de la base française de Port-de-Bouët et sortir de la zone franc et du franc CFA. Lui, il a toujours su ménager. Alors on a toujours dit oui, ben voilà, Laurent Gbagbo, s'il a réussi, il a roulé tout le monde dans la farine. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Grand tribun, c'est surtout grâce à une propagande savamment pensée et orchestrée de main de maître par le président ivoirien et ses principaux lieutenants qu'il a réussi ce qui est sûrement une énorme escroquerie intellectuelle. Se faire passer pour le résistant qu'il n'est pas dans les faits, ni dans les actes qu'il pose. Laurent Gbagbo devient cependant rapidement une mégastar dans de nombreux pays ex-colonies françaises. Des États qui pour la plupart traînent de vieux contentieux coloniaux avec la France. Pour les peuples de ces pays, Laurent Gbagbo apparaît comme le leader qu'ils aimeraient avoir chez eux. Le problème de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de venir en quelque sorte épancher, de venir exprimer ce ras-le-bol, n'est-ce pas, de la non-reconnaissance des victimes camerounaises, des victimes algériennes face à la France. La grande majorité des chefs d'État africains restent dubitatifs sur la réalité de l'anti-néocolonialisme de Laurent Gbagbo. Mais en Afrique du Sud, il jouit de soutien à peine voilé au sein de l'ANC, parti nationaliste par excellence, dont certains dirigeants voyaient en M. Gbagbo un prolongement de leur lutte nationaliste. Au pouvoir en Afrique du Sud, Thabo Mbeki se laisse séduire par la rhétorique anticoloniale de celui qui dirige alors la Côte d'Ivoire, et ce malgré de nombreux rapports internationaux qui pointent du doigt les graves violations des droits de l'homme et la barbarie du pouvoir ivoirien, dont sont victimes aussi des milliers de ressortissants de pays voisins vivant en Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki est un fervent disciple d'une sorte d'anticolonialisme dogmatique qui voudrait que toute position d'un Occident forcément impérialiste soit suspecte et qu'il suscite débat, réprobation ou rejet. Un anticolonialisme qui flirte avec le racisme, même si ses adeptes n'en sont pas toujours conscients. Profitant de sa désignation comme médiateur dans la crise ivoirienne, le président sud-africain va multiplier les visites auprès de son homologue ivoirien. Et comble de la connivence, l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki ira jusqu'à vendre des armes à l'armée de Laurent Gbagbo, en violation flagrante de l'embargo décrété par l'ONU et de la législation sud-africaine. Sa position de médiateur l'obligeait pourtant à la stricte neutralité. Il sera récusé par la rébellion ivoirienne après révélation de cette vente d'armes par le service français de la BBC. Aujourd'hui, c'est clair. C'est la France de Jacques Chirac. Depuis le début, on le savait. Mais maintenant, c'est encore plus clair, puisque officiellement, nous l'avons poussé à un point tel qu'il a été obligé de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire. La France perdra. La honte et la haine perdent toujours celui qui est animé par ses mauvais sentiments. Garde la France. Invective de la part des principaux dignitaires du parti de Laurent Gbagbo. Menaces diverses contre les Français et drapeaux de la France brûlés par une foule hystérique. 2004 marque vraisemblablement une nouvelle orientation, une nouvelle exacerbation dans les relations franco-ivoiriennes. En violation des résolutions de l'ONU qui établissent une ligne de démarcation séparant les deux belligérants, sous la surveillance des forces sous mandat de l'ONU, le 6 novembre 2004, 2 chasseurs soviétiques de type Sukhoi 25 larguent 2 bombes de 500 kilos sur la caserne de l'armée française dans la ville de Bouaké, en zone sous contrôle de la rébellion. Le bombardement fait 9 morts,
dont 7 dans les rangs de l'armée française. Un ressortissant américain tué et une quarantaine de blessés. L'attaque contre les troupes d'interposition françaises est immédiatement considérée par l'Élysée comme un casus belli. La riposte de Paris ne se fait pas attendre. Le président français, Jacques Chirac, ordonne la destruction de l'ensemble des moyens aériens militaires de l'armée de Laurent Gbagbo. Les 2 Sukhoi 25, 4 hélicoptères de combat Mi-24 et un Mi-8 de transport de troupes sont détruits par l'armée française, lors d'une opération éclair qui dure à peine quelques heures. Respectez la victoire de Gbagbo! Respectez la victoire de Gbagbo! Vous voulez nous tuer, vous voulez nous tuer? Comment ça? Vous n'avez qu'à tirer imbécile! Chien! Tirez-nous en là! Les dents de la petite rat! On va vous tirer! La ferme réaction de Paris à la mort de ses soldats sous mandat onusien en Côte d'Ivoire est une aubaine pour le régime ivoirien. Si on ne peut chasser l'armée française par des bombardements ciblés, la rue devrait y parvenir, semblent se réjouir les idéologues du régime. Un déchaînement de haine anti-français, bien orchestré et relayé par les médias publics, s'empare des partisans du pouvoir avec pour objectif cyniquement avoué de chasser tous les Blancs de la Côte d'Ivoire. Lors de meetings géants, ou sur le plateau de l'unique chaîne de télévision du pays, plusieurs responsables du régime et toutes sortes d'opportunistes et d'illuminés se succèdent, avec des messages haineux et des accusations dont certaines plus frivoles que les autres frisent par moments le ridicule. Nos filles ont été violées dans tous les villages où sont installées les forces du Com, où sont installés les soldats français. Je vous appelle, Père Yael John Robert, Révérend Bonny, je voudrais que vous soyez à nos côtés dans la lutte. Les autres ONG chrétiennes vont s'associer et nous allons marcher et nous allons avoir la victoire.